Alors, on va aborder donc le chapitre 2 donc, de la leçon sur l'induction. Et on va parler donc, quelque chose dont j'aurais pu parler dès le début de l'année quand on a fait le cours sur l'électrocinétique, donc d'énergie en électricité. Je vais me remettre en rouge. Voilà, d'accord. Alors bon, au début de l'année, j'en ai pas parlé parce que nos préoccupations, c'était plutôt de déterminer le courant et la tension dans un circuit électrique. Bon, les aspects énergétiques, quand on n'a que des résistances et des générateurs, c'est pas passionnant. Là, par contre, ça va prendre tout son intérêt, je dirais, au niveau de cette leçon. Donc, je répète, un des enjeux qui est donné par le programme, c'est les conversions d'énergie entre l'énergie électrique et l'énergie mécanique. Donc, c'est là qu'on a besoin de bien définir ce que c'est que ces énergies électriques et voir comment elles peuvent se convertir. Alors, pour l'instant, on oublie l'induction, etc. On se replace un petit peu au début de l'année. Bon, on était en régime continu. On avait en électrocinétique, on avait des résistances et des générateurs, d'accord, représentés par Thévenin. Voilà. On a dit que les électrons, quand on a parlé de la tension, du potentiel, les électrons, s'ils se déplacent dans le conducteur, a priori, c'est qu'ils sont soumis à une force. Et cette force, c'est une force de nature électrostatique, c'est des forces de Coulomb, exercées par des charges qui sont très certainement au niveau du générateur. Voilà. D'accord, des charges non compensées. Là, la répartition des charges au niveau du générateur, elle n'est pas uniforme au niveau des électrodes, et ce qui fait qu'on a en fait des champs électriques donc, qui sont des forces de Coulomb qui sont exercées par ces charges qui sont présentes au niveau des électrodes et qui exercent donc des forces sur les électrons qui se déplacent dans le circuit. Voilà, donc la force électrostatique qui en résulte, résultant donc des forces de Coulomb exercées par toutes ces charges, à laquelle donc sont soumis donc les porteurs de charge qui se déplacent dans le conducteur. Donc on admet que cette force elle est conservative. À ce moment-là, elle permet de définir une énergie potentielle, comme le poids par énergie. Donc maintenant c'est bon, on a vu un peu ce que c'était qu'une force conservative et une énergie potentielle. Alors on a la relation suivante ici que je vous parachute entre l'énergie potentielle électrique, que je vais noter EP de M, l'énergie potentielle électrique donc d'un porteur de charge Q, donc en l'occurrence moins E pour un électron, et le potentiel électrique du circuit au point M où le porteur se trouve. Alors cette relation, c'est si j'ai l'énergie potentielle, je divise par la charge et ça me fait le potentiel électrique. Donc j'ai la relation EP égale Q fois VM, ici moins E fois VM. Cette relation, elle est aussi valable dans le vide. Quand vous avez un électron qui se déplace dans le vide entre deux plaques chargées, et à ce moment-là, les forces qui sont sur ces plaques, les particules qui sont sur ces plaques, exercent une force sur cet électron qui est entre les plaques. D'accord, et je peux en tout point donner ce qu'on appelle le potentiel électrique, et je le déduis aussi par cette formule. Alors l'électron qui serait soumis uniquement à la force ci-dessus, donc à la force électrostatique, c'est-à-dire qui serait dans le vide. D'accord, donc c'est ce que je viens de dire. Pour l'instant, on oublie momentanément les conducteurs. Bon, on sait que cette force, elle est conservative. Il n'y a que cette force. On néglige le poids de l'électron devant toutes les autres forces. Ça admet donc une énergie potentielle. Alors, c'est énergie cinétique plus cette énergie potentielle donc, qui est ici. D'accord, c'est la même énergie potentielle, là. La somme de cette énergie cinétique plus cette énergie potentielle dans le référentiel R terrestre galiléen, c'est l'énergie mécanique. C'est une constante. Voilà. D'accord, je n'ai pas d'autre force. Donc on sait que par conséquent, alors ça on le barre, toute diminution d'énergie potentielle d'un électron va s'accompagner d'une augmentation de son énergie cinétique. Vous savez ça déjà depuis la terminale, voire avant. Et de même, toute augmentation de son énergie potentielle va s'accompagner d'une diminution de son énergie cinétique. Dans un circuit maintenant on n'est plus dans le vide, dans un circuit, un électron qui traverse un dipôle, il subit une variation de son énergie potentielle, puisqu'on a une différence de potentiel, une tension, une différence de potentiel, V aux bandes du dipôle. D'accord, donc quand l'électron rentre dans le dipôle, il a un certain potentiel, quand il en sort, il a un autre potentiel. D'accord, donc son énergie potentielle, qui vaut moins E fois ce potentiel, n'est pas le même à l'entrée et à la sortie. Donc j'en conclus qu'un électron qui traverse un dipôle subit bien une variation de son énergie potentielle. Contrairement au cas du vide, dans un dipôle électrocinétique, dans un circuit électrique, l'énergie cinétique des électrons ne varie pas entre l'entrée et la sortie. L'électron, en fait, il se cogne en permanence aux atomes, en quelque sorte, du conducteur, d'accord, et ce qui fait que finalement, il atteint une espèce de vitesse moyenne. Alors ça se modélise dans certains, ça s'appelle le modèle de Drude, que vous ferez peut-être l'an prochain, ça se modélise comme une espèce de force visqueuse, donc, voilà, qui l'empêche d'avancer aussi vite qu'il voudrait. Voilà, et en gros, très vite, la vitesse, c'est une constante.
Voilà. Donc, j'ai une baisse d'énergie potentielle, mais elle n'est pas enfin, j'ai une baisse ou une augmentation, j'ai une variation pardon, d'énergie potentielle, mais qui ne peut pas être compensée par une variation opposée d'énergie cinétique. Voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. La variation d'énergie potentielle électron n'est pas compensée par une variation de l'énergie cinétique. Alors, bon, on va regarder, bien voir ce qui se passe, que physiquement on est bien compris. On va regarder trois cas un petit peu types, voilà, qui relèvent de l'électrocinétique du régime permanent. Alors, je vais diviser ça en 3. Voilà, les 3 dipôles, enfin les 2 dipôles qu'on a vus, et puis on va... Voilà. Alors, tiens, je vais faire en noir pour une fois. Voilà. On a vu que les cercles, je les ai plutôt en noir. Voilà. Voilà. Donc, sinon, je voulais que ce soit en noir. Voilà. Alors, je vais prendre un conducteur ohmique. Alors, je vais prendre AB. Je prends mes notations un peu lourdingues, mais bon, je trouve, comment dirais-je, pédagogiquement précises. Alors, je choisis AB pour que UAB soit positif. Hein, et je sais à ce moment-là que j'ai forcément IAB positif, parce que UAB égale RIAB. Donc, les électrons, ils vont forcément comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, allez, je vais écrire en rouge. Donc, je vais calculer la variation d'énergie potentielle de l'électron. D'accord ? De l'électron. Donc, c'est énergie, je rappelle, potentielle finale moins énergie potentielle initiale. Donc, ce qui me fait, l'électron, il va de B vers A. Donc, l'énergie potentielle finale, c'est A, moins l'énergie potentielle initiale, c'est B, quand il traverse. Donc, ça fait moins E fois VA, moins E fois VB, d'après ce qu'on a rappelé là-haut. D'accord ? Voilà. Donc, ça me fait moins E, facteur de VA moins VB, c'est-à-dire UAB. D'accord ? UAB est positif, voilà. Donc ça, c'est négatif. Donc un électron, il perd forcément de l'énergie potentielle lorsqu'il traverse une résistance. Ça se comprend, hein. D'accord ? Puisque quelque part, si j'applique ce qu'on a vu en mécanique, hein, la dérivée de son énergie mécanique, donc qui comprend son énergie cinétique plus son énergie potentielle de type moins E fois V, c'est égal au travail des forces non conservatives, et en l'occurrence au travail des forces exercées par les atomes de la résistance. D'accord ? Hein ? Et ce travail, on voit qu'il va être résistant, il va être négatif. Voilà. Donc, l'action des atomes sur les électrons qui traversent, c'est de faire baisser leur énergie mécanique. Et comme l'énergie cinétique ne varie pas, hein, globalement, eh bien, c'est l'énergie potentielle qui diminue. D'accord ? Alors, l'idée étant, qu'on va développer ensuite, c'est que cette baisse d'énergie potentielle, que l'énergie ne peut pas se perdre. Hein. Alors, deuxième cas qu'on va voir, je vais reprendre ici les notations qu'on avait sur les... Voilà, l'ancienne notation qu'on avait sur les générateurs, si ça ne vous ennuie pas. Donc ici, on a NP, ici, on avait UPN. Alors, le UPN, il est toujours positif. Hein. Et ici, on a INP. Alors, j'ai deux possibilités. Hein. Alors, je vous rappelle, je vais le refaire en vert, par exemple. Si on regardait la caractéristique, d'accord. Donc ici, on a UPN. Et ici, on avait INP. Hein. Ici, on a petit e. Voilà, on avait UPN égale E moins R INP. Hein. D'accord. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait ici. Hein, c'était UPN égale E moins R INP. Voilà, donc le UPN est toujours positif. Par contre, le INP peut être positif ou négatif. Alors, on va regarder le premier cas ici. Le premier cas, donc, INP positif, c'est-à-dire c'est le cas qu'on avait étudié, que je vous avais montré un petit peu expérimentalement avec une pile. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Bon, j'ai refait ça en rouge, je vais repartir en rouge. Donc, le INP est positif. Enfin, pardon, je repars comme ça. Donc, les électrons vont comme ça, d'accord ?
Donc, la variation d'énergie potentielle des électrons. Les électrons vont de P vers N. Donc, la variation, c'est finale moins initiale. D'accord? Donc, ça fait moins E fois V de N, moins E fois V de P. Ça fait moins E fois U NP, donc ce qui nous fait E fois UPN. Hein. Donc UPN, c'est positif. Donc dans ce cas-là, la variation d'énergie potentielle des électrons, elle est positive. D'accord? Donc ça veut dire que l'électron qui arrive, bon, je vais faire en rouge, qui arrive à ce niveau-là, voilà, quand il ressort ici, il a plus d'énergie potentielle à l'entrée qu'à la sortie. Alors, ça, évidemment, c'est un générateur. Un générateur, il donne de l'énergie potentielle aux électrons qui le traversent. Alors vous allez me dire, un électron, ça ne peut pas traverser un générateur. Hein, regarde bien, on sait comment fonctionne une pièce électrochimique. Quand les électrons arrivent sur la cathode, hein, ici on a la cathode, ils ne peuvent pas traverser l'électrolyte, enfin la solution. D'accord ? Alors par contre, si vous voulez, ce qu'on peut dire ici de ce point de vue-là, c'est quand j'ai un électron qui arrive ici, j'en ai forcément un qui repart là en même temps, hein, parce que l'ensemble ici reste neutre. Donc il ne peut pas y avoir de charge qui s'accumule. Donc ça, on avait déjà dit. Hein. Donc il y a autant d'électrons qui rentrent et que d'électrons qui sortent. Donc cette variation d'énergie potentielle ici, ce serait plutôt dans le sens que je viens de dire. C'est plutôt la variation d'énergie, c'est l'énergie potentielle de l'électron au niveau de N, donc qui sort, moins l'énergie potentielle de l'électron qui au même moment rentre. Et donc tout se passe comme si, voilà, on avait fourni, le système avait fourni de l'énergie à un électron. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand